Salut à tous, près de 3 ans après ma dernière vidéo, me revoici. Cette crise du coronavirus me révoltant par tellement d'aspects, ayant retrouvé un peu de temps grâce au confinement, j'ai trouvé utile de reprendre la parole. Voici donc une première vidéo sur l'allocution d'Emmanuel Macron du 13 avril 2020. D'autres vidéos plus approfondies sur la crise viendront par la suite. Si vous voulez être tenu informé, vous savez ce qu'il faut faire. C'est parti pour cette première analyse. Avant toute chose, je tiens à préciser que même si je n'y reviendrai pas par la suite, je suis totalement en accord avec le soutien et les remerciements qu'Emmanuel Macron a adressés à tous les travailleurs, et en particulier les personnels soignants qui se sont dévoués au cours de ces dernières semaines. Mais pour ma part, je vais revenir sur les propos qui m'ont le plus choqué dans son discours d'hier. Grâce à nos efforts, chaque jour nous avons progressé. J'imagine que le « nous » s'adresse à nos dirigeants. Oui, ils ont progressé, mais en partant d'aussi loin, y a-t-il vraiment du mérite? Alors, étions-nous préparés à cette crise? À l'évidence, pas assez. Il me semble que c'est peu de le dire. Certes, le nombre de masques, rappelons-le autour d'1,4 milliard sous François Hollande en 2012, n'avait pas été renouvelé. Emmanuel Macron était en 2012 le secrétaire général adjoint du président de la République, sous François Hollande, et depuis son accès à la présidence en 2017, il n'a pas non plus trouvé nécessaire de reconstituer le stock de masques. Il ne restait donc plus que 150 millions de masques au début de la crise, et encore pas tous en bon état. Je viens de recevoir vos merveilleux masques FFP2 qui normalement datent de Madame Bachelot du temps de la grippe. Comme vous pouvez le constater, ils sont moisis, c'est merveilleux. Donc je me permets de vous signaler que quand même on est médecin, on n'est pas des animaux et on ne met pas des masques pour rien. Mais ce n'est qu'un des manquements et nous y reviendrons par la suite. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels s'occupant de nos aînés, pour les infirmières, les aides à domicile. Alors non, comme tous les pays mal préparés, nous avons manqué de moyens. Comme tous les pays faisant aveuglément confiance à leur importation, nous avons manqué de moyens, mais pas comme tous les pays du monde. Bien qu'Emmanuel Macron va tenter de décrédibiliser par la suite les pays asiatiques, il me semble qu'ils ont su très bien gérer la situation contrairement à nous. Et ce, pour une bonne raison, car suite aux grippes aviaires et aux SRAS des débuts des années 2000, les pays asiatiques entourant la Chine s'étaient préparés aux éventualités d'une épidémie. Prenons par exemple Singapour, qui a su faire dès le début de l'épidémie ce qu'il fallait pour maîtriser l'épidémie, avec des tests précoces et un confinement ciblé de la population. À Singapour, la réaction elle a été très rapide et donc l'ensemble de la stratégie de Singapour elle est possible uniquement parce que la réaction a été rapide. Dès janvier, Singapour a mis en place, a fermé déjà les frontières avec les personnes en provenance de la province du Hubei et puis a mis des contrôles de température partout, absolument partout. Donc à l'aéroport, moi, mon employeur, l'Université nationale de Singapour aussi, nous a imposé des prises de température 2 fois par jour et toutes les personnes qui avaient une température se voyaient, alors soit devaient rester chez elles, soit se voyaient offrir la possibilité de faire un test. Et donc l'ensemble ensuite du mécanisme part de là. Les cas sont isolés dès le départ et ensuite il y a une équipe de policiers et d'employés du ministère de la Santé qui vont faire du contact tracing, c'est-à-dire appeler tous les contacts des personnes qui ont été diagnostiquées grâce à un test positif pour leur faire un test. Et donc, en fait, c'est un diagnostic précoce, c'est-à-dire que les personnes ne sont même pas au courant qu'elles sont potentiellement infectées, que déjà, elles ont un appel de la part du ministère de la Santé. Le manque de moyens est principalement lié au retard dans les prises de décision de notre gouvernement. Alors que les policiers de Singapour menaient des enquêtes afin de déterminer les personnes ayant pu être infectées, notre ministre de la Santé se contentait quant à elle d'installer des affiches dans les aéroports pour prévenir les passagers, permettant ainsi aux personnes infectées de diffuser le virus à travers tout le pays. Nos gouvernants nous appelaient à être civiques et à aller voter, 2 jours après nous appelaient à rester chez nous. Et en parallèle, les policiers étaient là pour nous mettre des contraventions. Donc non, nous n'étions pas mal préparés, nous étions mal gouvernés. Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés. Faux, ils avaient les informations dès la fin du mois de janvier et avaient été prévenus par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine le 20 décembre. Un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la Santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Ce n'est donc pas une réaction immédiate qu'ils ont eue, mais une réaction avec 6 semaines de retard. Nous avons réquisitionné. D'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le,
multiplier par 5 la production de masques pour nos soignants en France. Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol. Ces respirateurs si précieux en réanimation. Alors là, je suis bien sûr ravi de la réactivité de l'État et de l'augmentation massive du nombre de masques produits. Par contre, je me dois de rappeler un fait essentiel. Avant 2010, nous avions une usine à Plaintel, en Bretagne, capable de produire jusqu'à 20 millions de masques par mois. En 2010, cette usine a été rachetée par un groupe américain, Honeywell. Les salariés se sont alors inquiétés de la probable diminution d'activité sur le secteur et d'une possible délocalisation. Cela n'a pas manqué et en 2018, l'usine a été fermée et délocalisée en Tunisie. C'est un des exemples parmi bien d'autres des bienfaits du néolibéralisme prôné par l'Union européenne et nos dirigeants successifs. Bilan, juste avant la crise, nous étions capables de produire 12 millions de masques, alors qu'avec cette usine, nous aurions pu en produire au moins 30 millions. Alors oui, nous avons fait des efforts monumentaux pour remettre en activité nos productions, mais imaginons à quel point il aurait été plus facile de produire des masques si cette usine n'avait pas été fermée. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est effectivement actuellement le seul moyen parce que la situation n'a pas été gérée dès le départ avec suffisamment de compétences. C'est une fatalité dont lui et son gouvernement sont entièrement responsables et qui va avoir selon moi des conséquences sociales dramatiques pour un nombre de Français bien plus grand que les personnes touchées par le Covid-19. Mais il est effectivement plus simple de dire que les Français ne savent pas utiliser de masques ou alors que les tests doivent être réservés aux personnes présentant des symptômes quand nous n'avons simplement pas assez de masques ou pas assez de tests. Je rappelle ici au passage qu'il a fallu attendre le 3 avril pour que les laboratoires vétérinaires puissent effectuer des tests sur le Covid alors qu'ils proposaient leur aide depuis mi-mars. Il y avait effectivement des normes qui empêchaient de les faire immédiatement, mais nous avons vu que le gouvernement était capable de revenir sur le droit du travail en seulement quelques jours, alors pourquoi a-t-il fallu attendre 2 semaines pour que ces normes soient abattues? Des tests en grand nombre dès la mi-mars auraient pu éviter un confinement généralisé de la population, et un confinement par région, comme ce qui a été fait en Allemagne, aurait pu être envisageable. Ensuite vient toute une partie sur les aides économiques que l'État va attribuer aux différentes personnes touchées par la crise. Celles-ci sont essentielles et j'espère qu'elles seront à la hauteur des besoins. Mais que c'est triste de devoir attendre à chaque fois des crises pour que des investissements soient faits. Ne serait-il pas plus pérenne d'effectuer des investissements constants et conséquents pour éviter que l'économie ne soit à deux doigts de s'effondrer à chaque crise de la production ou à chaque explosion de bulles financières? Le système est malade. L'austérité prônée par Bruxelles est nocive. L'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés financiers est nocive. La financiarisation de l'économie est nocive, mais surtout, le déclin de la solidarité et l'individualisation progressive de la société sont plus que nocives car elles laissent les plus faibles sur le carreau. Et dans le discours de Macron, je ne vois que des pansements économiques sans réelle volonté de changer la société. C'est inquiétant. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Cette date du 11 mai me laisse perplexe. Nous sommes confinés depuis 1 mois et nous savons que le temps d'incubation du virus est de 20 jours. Donc à l'heure actuelle, tous les cas avérés auraient déjà dû être détectés. Il me semble que cette date du 11 mars est donc plutôt une preuve d'inefficacité du confinement général de la population. En effet, l'absence de moyens, par exemple l'absence de masques pour les policiers, le peu de moyens dans les hôpitaux, dans les supermarchés et d'autres clusters de contamination tels que les colis expédiés en continu par Amazon, même s'ils ne sont pas toujours tous essentiels, ont permis à l'épidémie de continuer de se développer durant le confinement au sein de la population. Le 11 mai est donc une date qui va leur permettre de produire un nombre de masques et de tests suffisants pour faire ce qu'ils auraient dû faire dès le début de l'épidémie. Il aura donc fallu 2 mois à l'État pour être pleinement efficace. Nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests faits chaque jour. C'est ce qui, depuis 15 jours, est fait. Rappelons que cela aurait pu être fait depuis 1 mois. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Tester tous les Français n'a évidemment aucun sens. Mais effectuer des tests sur des personnes asymptomatiques mais à risque, telles que les personnes entourant des personnes ayant été détectées comme infectées, me semble être du bon sens. C'est ce qui a été fait à Singapour et qui selon moi a été particulièrement efficace. Pour accompagner cette phase, plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si oui ou non l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Il me semble qu'il s'agit là d'un point essentiel de son discours. Il sera en effet facile de passer du volontariat à une obligation en associant par exemple le droit de sortie à l'utilisation de cette application. Et là, on commencerait alors à s'attaquer à nos données numériques.
Dans le cadre de cette épidémie, cela pourrait avoir du sens pour savoir qui a pu être infecté ou non. Mais connaissant nos gouvernants, nous savons qu'ils seront enclins à utiliser la technique du pied dans la porte afin d'étendre ce processus à la suite de l'état d'urgence sanitaire, comme ils ont pu le faire après les attentats de 2015 et la prolongation de l'état d'urgence jusqu'en 2017. Ensuite, je fais l'impasse sur tout le passage où ils nous brossent dans le sens du poil, afin que l'on accueille au mieux ses propos et que l'on ne se pose pas trop de questions. Ils cherchent à flatter notre ego pour que notre cerveau se mette en veille. De la même manière, ensuite, il va essayer de jouer sur nos sentiments. Mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous savez faire la différence entre de la rhétorique et les actions qui sont réellement menées par notre gouvernement. Il nous reviendra aussi, dans les prochaines semaines, de préparer l'après. Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir à nos salariés et nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. J'ai cru un instant qu'il allait imaginer un monde meilleur, un autre monde, mais non. On reste bien dans un monde productiviste, rien ne change. Il faut rester fort économiquement, et j'entends déjà Bruno Le Maire nous vanter les mérites de l'austérité afin qu'il y ait une reprise rapide de l'économie. Il me semble que nous pouvons dès à présent dire adieu à nos droits sociaux et à notre code du travail. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française. Attention, on va finir par traiter Macron de nationaliste s'il continue ainsi. En tout cas, c'est ce qu'est dit de la France Insoumise, du Front National ou de l'Union Populaire Républicaine quand il parle d'indépendance nationale. Mais j'imagine que cette indépendance se fera au sein de l'Union Européenne afin que notre indépendance soit plus forte que jamais. Et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. Ah oui, voilà, je me disais bien. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Non mais il vire à gauche là. Même Mélenchon a du souci à se faire. Mais rassurons-nous, j'imagine que l'Union Européenne sera là pour rappeler à Macron ce qu'il doit faire via les grandes orientations de politique économique et éviter ainsi qu'il se prenne le mur de la gauche sociale. Bref, je passe également sur la fin de son discours, qui ne sont que belles paroles et belles promesses, qui n'engagent finalement pas à grand chose. Il ose même utiliser à un moment le terme de jours heureux, faisant ainsi référence, j'imagine, aux jours ayant suivi la résistance et ainsi au Conseil national de la résistance ayant apporté tant de réformes positives au pays, notamment la sécurité sociale. Il est ainsi facile de vouloir paraître humaniste et solidaire en période de crise, mais j'imagine que nous saurons tous ne pas oublier à quel point il a su utiliser les forces de l'ordre afin de réprimer les personnes qui, il y a encore quelques mois, réclamaient les réformes qu'il propose aujourd'hui. Voilà tout ce que j'avais à dire sur l'allocution d'hier soir d'Emmanuel Macron. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la crise du coronavirus. Et comme dirait notre cher président, prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres, et nous tiendrons. Vive la République, vive la France.